Je vous souhaite la bienvenue dans les Sentiers du bien-être. Je suis Amandine, éducatrice sportive et naturopathe spécialisée en micronutrition et je vous embarque avec moi pour de petites balades à la découverte de tous ces sentiers qui vous mèneront, je l'espère, vers plus de bien-être, une meilleure santé et tout ce qui pourrait potentiellement vous aider à vous sentir bien dans votre tête, dans votre assiette et dans vos baskets. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser une petite note de votre choix et à me faire part de vos commentaires et de vos questions ou d'idées de sujets à aborder. Je serai ravie de vous lire. Allez, c'est parti avec l'épisode du jour. Est-ce que vous avez déjà voulu perdre du poids ? Est-ce que vous avez déjà fait un ou plusieurs régimes, avec ou sans résultat ? Est-ce que le yo-yo sonne désagréablement familier à vos oreilles ? Est-ce que vos petites réserves de gras sont trop présentes à votre goût et vous aimeriez qu'elles arrêtent de taper l'amitié avec votre corps ? Et pourquoi ? Est-ce que c'est si dur de s'en débarrasser sans risquer de les voir revenir à tout moment ? On va voir ça dans ce nouvel épisode dédié à la perte de gras. Alors ça, c'est un sujet que vraiment je voulais aborder avec vous parce que malheureusement, encore aujourd'hui, et c'est pas près de s'arrêter, the struggle is real. La lutte est réelle et c'est un casse-tête de pas grossir, c'est un casse-tête de perdre du gras quand on en a en excès. Enfin en tout cas, c'est pas super simple. Et clairement, aujourd'hui, la perte de gras, il faut bien dire qu'elle a un peu des allures de Graal dans notre société. Parce que nombreuses sont les personnes dont vous faites peut-être partie qui ont déjà essayé de perdre du poids ou qui voudraient réussir à se débarrasser de leur petite réserve de gras en excès. Et c'est bien simple, selon une étude de l'INSERM, 2 femmes sur 3 et 1 homme sur 2 en France voudraient maigrir et 67% des femmes interrogées ont affirmé avoir déjà fait un régime dans leur vie. Bref, nos petits bouts de gras sont une préoccupation assez courante qui peut parfois devenir sacrément prise de tête quand elles ont tendance à s'installer un peu trop confortablement et à se développer malgré tous nos efforts. Mais qu'est-ce qui fait que ce satané gras a tendance à se développer bien plus qu'on le voudrait et pourquoi est-ce qu'il est aujourd'hui aussi difficile de s'en débarrasser ? Alors, on va commencer par une petite biographie du gras. Parce que c'est important de comprendre déjà son utilité, sa raison d'être, parce que oui, notre petit gras a bel et bien une raison d'être. Et puis parce que quand on comprend mieux les choses, ça nous évite de faire n'importe quoi, comme par exemple sauter sur le dernier régime à la mode qui promet monts et merveilles comme une perte de 10 kilos en 4 semaines. Ah là là, j'en reviens toujours pas qu'en 2023, on voit encore passer ces trucs-là. Alors, nos réserves de graisse, même si leur présence parfois envahissante a tendance à nous déplaire, voire à nuire à notre santé, à la base, on leur doit une fière chandelle. Parce que c'est grâce à elles qu'on a pu survivre tout au long de notre évolution sans littéralement mourir de faim à la moindre disette. Et c'est grâce à elles que les femmes qui enfantent disposent de suffisamment de réserves pour nourrir leur bébé au début de sa vie. Et d'ailleurs, nos capacités reproductives sont directement impactées par une insuffisance de ces réserves de graisse. En effet, une masse grasse, donc une quantité de graisse corporelle insuffisante, aura tendance à interrompre l'activité de nos hormones sexuelles, mettant le cycle menstruel en suspens. Et c'est pour ça que bien souvent, les femmes en sous-poids ou dont le pourcentage de masse grasse corporelle est très bas, voient leurs règles s'interrompre ou alors subissent des troubles de leur cycle menstruel. Parce que si on n'a pas de quoi nourrir un bébé, autant mettre à l'arrêt les systèmes qui permettent d'en créer. Bref, nos réserves de graisse, elles sont sacrément importantes. Et ce précieux gras qui permet de libérer de l'énergie en cas de besoin, il est stocké dans des petites poches appelées adipocytes. Enfin, des petites poches, c'est un peu réducteur puisque les adipocytes, qui sont donc les cellules responsables du stockage des lipides dans notre corps, elles sécrètent aussi des hormones qui jouent un rôle très important dans la régulation de notre métabolisme énergétique, dans notre inflammation, notre appétit et tout un tas de processus physiologiques. Donc on est loin d'un truc qui ressemble à du papier bulle. Alors pourquoi ce tissu adipeux, qui est à la base un excellent mécanisme physiologique, a tendance à beaucoup trop se développer aujourd'hui et à échapper à bon nombre de nos tentatives d'en réduire la quantité ? Déjà, maintenant qu'on connaît son rôle vital, on comprend facilement pourquoi le corps s'y accroche autant. Sauf que maintenant qu'on risque plus de mourir de faim dans nos sociétés, pourquoi est-ce que notre corps mettrait pas en place un mécanisme qui permettrait de calmer notre stockage de graisse ? Parce que là, ça déraille pas mal quand même. Et ouais, parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, dans les pays riches, on meurt plus de faim. C'est plutôt l'inverse qui se produit puisque le surpoids et l'obésité sont corrélés à un grand nombre de pathologies et de troubles du XXIe siècle qui altèrent considérablement notre qualité de vie et notre durée de vie en bonne santé. Parce que notre corps, qui a mis des millions d'années à créer ces systèmes qui ont permis d'assurer notre survie, il va pas s'en débarrasser du jour au lendemain.
Et à l'échelle de notre évolution, quelques décennies d'abondance alimentaire ne pèsent pas bien lourd. Et puis, si nous, on a la chance d'être en sécurité et de jouir de cette abondance alimentaire, c'est pas le cas dans une grande partie du monde encore aujourd'hui. Alors non, et heureusement, notre corps n'est pas prêt de modifier ses mécanismes de stockage des graisses. Et c'est ballot pour nous, parce que notre tendance naturelle à accumuler un maximum de calories quand on en a à disposition, elle est sacrément stimulée par l'abondance de produits alimentaires pour lesquels on nous pousse constamment à la consommation. Et oui, parce qu'en plus d'avoir un corps qui fait en sorte de stocker du gras dès qu'il en a l'occasion et de protéger ses précieuses réserves de graisse quand on essaye de les utiliser, notre cerveau, lui, il nous pousse instinctivement à consommer tout ce qu'on peut quand on a à manger à disposition. Et c'est bien normal, parce qu'avant, les occasions de faire le plein de calories étaient bien moins fréquentes et régulières que nos 3 repas par jour avec petit goûter si on a un petit creux dans l'après-midi. Donc quand on avait de quoi manger, on avait intérêt à en manger le plus possible. Et qui plus est s'il s'agissait de mets hautement caloriques. Et oui, ça faisait quand même plus de chances de disposer d'énergie et de rester en vie plus longtemps. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on est naturellement beaucoup plus attiré par les aliments riches en calories que par des haricots verts cuits à la vapeur. Et c'est là que comprendre comment ça marche, être au courant de ces mécanismes primaires qui dictent encore aujourd'hui notre métabolisme et nos comportements, ça permet d'appréhender beaucoup mieux notre alimentation et de faire des choix plus justes et plus conscients. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu plus comment on fonctionnait, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour réussir à perdre du gras durablement si c'est notre objectif ou éviter d'en prendre? Bien qu'on puisse penser à ça en premier, et c'est d'ailleurs ce qu'on aurait tendance à faire assez spontanément, faire un régime ne sera pas la bonne solution. Oui, ça va peut-être en scandaliser certains, mais il y a beaucoup de choses très importantes à mettre en place avant de sauter sur le déficit calorique. Parce que l'équation apport calorique versus dépense et le principe de la balance énergétique négative, certes, sur le papier ça fonctionne bien, mais c'est beaucoup trop simpliste face à la complexité de notre corps, de ses mécanismes métaboliques et de tous les facteurs qui influencent la perte de poids. Sans parler de notre système nerveux, de nos hormones et de notre microbiote qui mettent tous leur grain de sel dans cette histoire. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que, dans une grande majorité des cas, les régimes restrictifs ne fonctionnent pas sur le long terme. En général, que ce soit plus ou moins rapidement, le poids perdu au départ se réinstalle bien confortablement dans notre corps, parfois même avec des petits bagages en plus. C'est ce qu'on retrouve avec l'effet yo-yo par exemple. Donc pour commencer, la base de la base, qu'on a tendance à éviter pour sauter sur le dernier régime à la mode, ça va être de, roulement de tambour, rééquilibrer l'alimentation. Et oui, je sais, c'est beaucoup moins sexy qu'une promesse de perte de poids fulgurante en quelques semaines, mais équilibrer l'alimentation, c'est vraiment la base de toute perte de gras, de toute prévention d'une prise de gras et de tout maintien d'une composition physique saine. Et ça demande un peu plus de patience, d'observation et de réflexion que de sauter sur une méthode alimentaire toute faite, je suis bien d'accord. Et les adultes impatients que nous sommes avons beaucoup de mal à prendre ce temps. C'est d'ailleurs bien pour ça que ces méthodes de perte de poids rapide fonctionnent aussi bien. Enfin, fonctionnent non, mais elles nous attirent beaucoup plus et ça tombe bien puisque c'est ce que veulent les personnes qui les vendent. Équilibrer son alimentation, c'est être capable d'apporter au quotidien à son corps ce dont il a besoin en termes d'énergie, de macronutriments, c'est-à-dire les calories apportées par les protéines, les glucides et les lipides, et de micronutriments que sont les vitamines, les minéraux, mais aussi les fibres, les acides gras essentiels et les composés phytochimiques essentiels à notre bonne santé. Ça s'apprend. J'ai d'ailleurs déjà fait plusieurs vidéos YouTube sur le sujet et je vous remets quelques liens en description de ce podcast. Et ce sont aussi des informations et des outils éducatifs que j'inclus systématiquement dans mes programmes en ligne et dans mes formations. Parce que vraiment, être capable de subvenir aux besoins de notre corps, c'est la base. Et en cas de pathologie, de troubles du comportement alimentaire ou de profils spécifiques, comme les athlètes de haut niveau par exemple, dans ce cas, ce sera très important de se tourner vers un ou une professionnelle qualifiée pour mettre en place un accompagnement nutritionnel adapté. Donc avant de créer un quelconque déficit calorique, on cherche d'abord à équilibrer la balance entre les apports et les besoins. Et ça d'ailleurs, dans bien des cas, ça suffit amplement à améliorer l'efficacité du métabolisme et à se débarrasser du gras en excès. Et donc, dans cette optique, deuxième chose extrêmement importante, ça va être la qualité des calories consommées. Parce que non, toutes les calories ne se valent pas. Notre alimentation peut être composée d'aliments à haute densité nutritionnelle, c'est-à-dire riches en nutriments essentiels pour chaque calorie qu'ils apportent, ou alors notre alimentation elle peut être bourrée de calories vides qui, elles, auront surtout pour vocation de nous faire grossir et de créer un terrain inflammatoire qui n'amène rien de bon au fonctionnement de notre métabolisme et à notre santé générale.
Donc notre base alimentaire, il est très important qu'elle soit majoritairement constituée d'aliments bruts ou peu transformés, qu'elle soit riche en végétaux, fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses, graines, fruits à coque, tous ces aliments qui vont nous apporter à la fois de l'énergie de bonne qualité, mais aussi leur précieux package de fibres essentielles à notre microbiote intestinal, que vous avez découvert dans l'épisode précédent, de vitamines, de minéraux et de composés phytochimiques précieux pour notre santé, comme les polyphénols et autres antioxydants. Et à l'autre bout du spectre, cette alimentation, il est important qu'elle soit modérée en aliments ultra transformés qui malheureusement abondent dans les rayons de nos supermarchés, de sucres et de céréales raffinées, de graisses de mauvaise qualité et d'acides gras trans qui, eux, sont carrément toxiques pour l'organisme, de produits animaux transformés comme les fromages industriels et les charcuteries, et autres fritures et plats préparés. Et bien entendu, la plus pauvre possible en additifs et autres ingrédients chimiques qui malheureusement sont utilisés à tour de bras par les industriels dans les produits alimentaires qu'ils nous préparent avec amour. Oui, c'est pas évident de faire ces choix-là quand on fait face à une offre alimentaire largement constituée de ces produits, qui en plus nous facilitent le quotidien puisqu'ils nécessitent peu, voire pas du tout de temps de préparation. Mais malheureusement, ces minutes quotidiennes qu'on gagne sur la préparation de nos repas, on les paye tôt ou tard par des années de notre vie en bonne santé. Alors s'ouvrir petit à petit à des aliments moins transformés, davantage préparés à la maison, c'est vraiment un bon investissement sur le long terme. Et puis, en termes de perte de gras, ça sera beaucoup plus efficace. D'ailleurs, pour vous y aider, j'ai créé il y a quelques temps le guide complet du meal prep, de la préparation des repas à l'avance, qui vous permet à la fois de faire des économies et de manger plus sainement au quotidien sans y laisser tout votre temps libre. Vous retrouverez le lien de ce guide, le Meal Prep Guide, dans la description de cet épisode. Et nous, on continue avec le troisième pilier extrêmement important de la perte de poids, le rapport à la nourriture. Là encore, les choses sont loin d'être simples. Parce que notre rapport à la nourriture, il est conditionné par de nombreux facteurs qui incluent même notre héritage épigénétique. Ça veut dire qu'on peut trimballer avec nous, dans l'expression de nos gènes, des comportements alimentaires liés au vécu de nos parents et même de nos grands-parents. Et ce rapport à la nourriture, il est très important de le comprendre. Faire les bons choix alimentaires, arrêter de grignoter ou moins manger, c'est pas qu'une question de volonté ou de motivation. Parce que la nourriture, c'est quelque chose de tellement vital pour nous que les moindres éléments qui auraient pu par le passé mettre notre cerveau et notre corps dans un état d'alerte, voire même de détresse, comme par exemple en cas de régime extrêmement restrictif ou de malnutrition, ce qui malheureusement arrive encore aujourd'hui au XXIe siècle chez certains enfants et même chez des adultes, tous ces éléments vont conditionner nos rapports à l'alimentation aujourd'hui. Et alors autant dire que tout ce vécu, et même donc cet héritage épigénétique, on ne peut pas l'effacer d'un coup de chiffon comme on effacerait un tableau blanc. Il faut en avoir conscience et parfois entamer un travail de reconstruction d'une relation à l'alimentation saine et apaisée. Et si besoin, en se faisant accompagner d'un ou d'une thérapeute. C'est vraiment très important. Et là encore, je vois et j'ai vu tout au long de ma carrière de coach énormément de personnes faire l'impasse sur ce travail et rester coincées dans un cercle vicieux de régime qui ne faisait qu'altérer encore davantage leur rapport à la nourriture et à leur corps et, in fine, leur bien-être et leur santé. Alors là aussi, je sais, c'est carrément moins enthousiasmant qu'une méthode de perte de poids sur quelques semaines ou quelques mois, mais vraiment, c'est un passage absolument essentiel si vous avez un rapport à la nourriture compliqué. Si vous sentez que vous avez besoin de combler des choses en mangeant, que vous avez des manques, que vous avez des comportements compulsifs, que le sujet de la nourriture génère du stress chez vous, ne faites pas l'impasse sur ce travail. Vous méritez d'avoir une alimentation libérée. Vous méritez de vous sentir bien, vous méritez d'être apaisé, et les résultats de ce travail, en plus de très concrètement améliorer votre bien-être sur le long terme, votre corps, il en tirera tous les bénéfices. D'ailleurs, moi je fais partie des personnes qui ont lutté très longtemps avec l'alimentation. Et c'est seulement passé les 32-33 ans que j'ai commencé à comprendre pourquoi mon rapport à l'alimentation était aussi conflictuel. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur cette relation qui faisait qu'empirer avec le temps. Si vous voulez, je pourrais vous faire un épisode un peu plus personnel sur mon histoire et mon parcours, mais j'ai déjà fait une vidéo YouTube qui retrace assez bien tout ça. Donc je vous remets le lien vers la vidéo en description, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un épisode sur ce sujet. Et puis je pourrais aussi vous faire un épisode sur les effets des aliments sur nos neurotransmetteurs et nos hormones qui influencent considérablement nos comportements alimentaires. Là aussi, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et nous, on continue avec notre superstar, le microbiote intestinal. Bah oui, évidemment, je ne pouvais pas ne pas en parler. Et maintenant que vous avez découvert tous ses pouvoirs au cours de l'épisode précédent, et si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande vraiment de mettre cet épisode en pause et d'aller écouter l'épisode qui est vraiment super chouette et qui vous aidera à bien mieux comprendre la suite de ce que je vais vous expliquer.
Donc maintenant que vous connaissez les super pouvoirs de votre microbiote intestinal, vous pouvez facilement imaginer qu'il influence lui aussi votre métabolisme et votre prise ou perte de gras. Que ce soit par l'extraction et l'absorption de calories par nos bactéries intestinales, dont la quantité va différer selon les types de bactéries. Et ça d'ailleurs, la science n'en est qu'au début de ses découvertes, mais oui, certaines de nos bactéries intestinales ont le pouvoir de nous faire plus grossir. Mais aussi et surtout par l'inflammation qui peut découler d'un microbiote en dysbiose, donc appauvri et déséquilibré, dont les bactéries pathogènes génèrent de l'endotoxémie, de la perméabilité intestinale et de l'inflammation. Cette inflammation, elle constitue un frein considérable à notre bon métabolisme insulinoglucidique qui va notamment déterminer la manière et la quantité d'énergie que notre corps va utiliser ou alors stocker. Et il faut savoir que l'augmentation du stockage des graisses liées à l'inflammation est davantage constituée de graisse viscérale, la plus néfaste pour la santé, qui elle-même ajoute de l'huile sur le feu de l'inflammation. Inflammation qui à son tour peut affecter la santé du microbiote et de la muqueuse intestinale. Donc là vous voyez c'est un beau cercle vicieux. Donc ce lien entre vos bactéries intestinales et vos réserves de gras, il est très important à faire. D'autant plus que les acides gras à chaîne courte produits par vos bonnes bactéries intestinales contribuent au bon fonctionnement du métabolisme et favorisent une meilleure sensibilité à l'insuline. Donc si vous êtes dans une optique de perte de gras, il sera très important de vous soucier de la bonne santé de votre microbiote intestinal. Ça, on en parle beaucoup plus en détail dans mon atelier ventre plat, dont d'ailleurs je suis très heureuse de vous annoncer qu'il est maintenant disponible. Je vous ai mis un lien en description de cet épisode pour que vous alliez découvrir tout ce qu'il contient. Et j'ai vraiment fait en sorte d'y compiler toutes les informations et les conseils concrètement applicables pour que vous puissiez prendre soin durablement de la santé de votre ventre et donc de votre microbiote, mais aussi, parce que c'est très important, de mieux comprendre le fonctionnement de votre ventre pour mieux en appréhender les signaux et éviter de tomber dans le panneau des cures bidons qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. Et puis aussi débloquer votre perte de gras si c'est votre objectif. Bon, entre autres, mais je ne vais pas vous citer tout en détail ce que vous allez trouver dans cet atelier. Je vous laisse aller regarder ça, parce que nous, on a encore pas mal de choses à aborder, et justement, le point suivant, qui est en lien direct d'ailleurs avec la bonne santé du microbiote intestinal, pour assurer une perte de poids durable et un bon métabolisme, ça va être de rétablir un climat normo-inflammatoire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le climat normo-inflammatoire ? Ça veut dire une réponse inflammatoire juste et suffisante, qui ne soit pas anormale, excessive ou chronique, ce qui malheureusement est très fréquent chez bon nombre d'individus. Et s'il y a un modulateur par excellence de cette réponse inflammatoire, c'est notre microbiote intestinal. Et oui, parce que nos petites bactéries intestinales sont les voisines mitoyennes de la plus grande partie de notre système immunitaire installé de l'autre côté de la barrière intestinale. Et entre ces deux-là, ça papote en permanence. Alors, un microbiote en mauvaise santé, c'est l'assurance d'une réponse immunitaire, donc inflammatoire, inappropriée. Et clairement, les régimes hyperprotéinés, hypocaloriques et toute autre restriction alimentaire drastique ne font franchement pas de bien à votre microbiote intestinal. Et on l'a vu, cette inflammation, elle entrave considérablement le bon fonctionnement de notre métabolisme, elle diminue notre sensibilité à l'insuline et elle favorise la prise de gras. Du coup, on est d'accord que dans une optique de perte de gras, cette inflammation, elle est franchement pas souhaitable. Et dans une optique de bonne santé tout court, évidemment. Donc on l'a vu, cette inflammation, elle peut être grandement régulée grâce à la bonne santé de notre microbiote intestinal. Mais d'autres éléments vont constituer des facteurs d'influence sur nos niveaux d'inflammation. À commencer par notre alimentation, certains composés des aliments qu'on mange ayant des vertus dites anti-inflammatoires, alors que d'autres, au contraire, seront pro-inflammatoires. Si vous voulez, je pourrais vous faire un épisode plus détaillé sur le sujet, mais dans les grandes lignes, parmi les grands acteurs de cette alimentation anti-inflammatoire, on va retrouver en première ligne, je vous laisse deviner, les végétaux. Là encore, leurs composés phytochimiques, leurs antioxydants, leurs vitamines, minéraux et leurs précieuses fibres prébiotiques seront tout autant de petits agents protecteurs et régulateurs de l'inflammation. Parce que si cette dernière est indispensable en cas de blessure ou d'infection, elle est nettement moins bénéfique à notre organisme lorsqu'elle devient chronique, et c'est là que les dégâts commencent. Et parmi les aliments qui vont entretenir le feu de l'inflammation, on retrouve les céréales et les sucres raffinés, les aliments ultra transformés, les additifs et autres composants que je vous ai cités un peu plus tôt dans cet épisode. Bref, à peu près tout ce qui compose la majorité des produits soigneusement empaquetés qu'on retrouve en abondance dans nos rayons de supermarché. Ces mêmes produits alimentaires qui ont pour une bonne partie d'entre eux été soigneusement étudiés pour nous y rendre particulièrement accros. Je suis d'accord, dit comme ça fait carrément théorie du complot sur les bords, mais malheureusement, c'est une réalité dont notre santé et notre poids se seraient bien passés.
Et en dehors du microbiote et de l'alimentation, de nombreux autres facteurs qui constituent notre quotidien et notre environnement pourront favoriser un climat pro-inflammatoire, comme le stress, le manque de sommeil, la cigarette, le manque d'activité physique ou au contraire une activité trop intense, ou encore le sujet de cet épisode, notre gras corporel lorsqu'il est en excès. Alors là encore, on comprend bien qu'un simple régime restrictif est bien loin de prendre en compte tous ces facteurs qui jouent un rôle majeur sur notre perte de poids. Donc vraiment, j'espère du fond du cœur que vous penserez à tout ça la prochaine fois que vous serez tenté de démarrer un énième régime. Et surtout, que ces facteurs absolument primordiaux, vous les prendrez en considération avant d'appliquer un quelconque déficit calorique. Et par contre, une fois tous ces piliers mis en place et bien consolidés, là, vous pouvez éventuellement, si c'est toujours nécessaire, envisager de créer un léger déficit calorique. Ce déficit, il doit être établi avec justesse selon vos paramètres individuels et il doit s'inscrire dans une stratégie intelligente qui permette d'éviter toute adaptation métabolique qui entraverait la perte de gras, voire la favoriserait, comme par exemple en cas de déficit prolongé, inadapté ou trop important. Mais ça, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau, et cette stratégie précise, dans bien des cas, elle n'est même pas nécessaire. Parce qu'un métabolisme optimisé par les piliers que je viens de citer, par une alimentation équilibrée qui comble avec justesse les besoins nutritionnels, ça suffit amplement à retrouver et à maintenir une composition physique bonne pour votre forme et votre santé. Alors oui, certes, en faisant un régime, vous avez des chances de perdre du poids rapidement. Mais demandez-vous si cette perte, elle est durable. Et si votre santé est préservée. Et demandez-vous aussi si vos objectifs physiques sont réalistes et adaptés à la personne unique que vous êtes. Avec son passé, avec sa morphologie, avec ses particularités. Parce que même si les réseaux sociaux ont tendance à encourager cette idée, avoir l'ambition pour une femme d'être sèche à l'année, avec des abdos tracés et pas un pet de cellulite, c'est pas vraiment réaliste. Je suis désolée de vous le dire, mais à moins que vous soyez prédisposé génétiquement, et dans ce cas vous seriez certainement pas en train d'écouter cet épisode de podcast, votre corps a naturellement un pourcentage de masse grasse plus élevé, et c'est bien normal. J'ai fait il y a quelque temps d'ailleurs une vidéo YouTube sur nos petites réserves de gras, très intéressante, que je vous invite à aller regarder pour mieux comprendre leur rôle. Là aussi, je vous mets le lien en description de cet épisode. Et attention aussi à ne pas vous comparer avec des personnes qui n'ont pas le même mode de vie que vous. Vouloir obtenir le physique d'une personne qui a optimisé sa vie autour de ses entraînements, de son hygiène de vie et de son alimentation, comme on peut le voir beaucoup chez les influenceuses fitness, et dont je fais partie puisque j'ai la chance de pouvoir, la plupart du temps, me nourrir et m'entraîner de manière optimale pour être en forme. Bref, se comparer avec le physique de ces personnes alors qu'on n'a pas du tout le même mode de vie, qu'on a des contraintes différentes, qu'on a des bouts de chou, des obligations, ça peut pas marcher. Et c'est le meilleur moyen pour construire une image de soi négative et développer une attitude extrêmement punitive avec l'entraînement et l'alimentation. Voilà pour aujourd'hui, ce sera la conclusion de cet épisode dont je pourrais encore parler pendant des heures, mais déjà là je vous ai partagé un bon paquet d'informations qui, je l'espère, vous aideront à y voir beaucoup plus clair vis-à-vis de votre perte de gras, et qui vous permettront d'aborder le sujet d'une manière beaucoup plus respectueuse pour votre corps, pour votre santé et pour votre bien-être. Et puis surtout, j'espère que maintenant, vous vous lancerez plus aveuglément sur un prochain régime aux résultats fulgurants que vous verrez passer sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que toutes les ressources citées dans cet épisode vous attendent en description. N'hésitez pas à venir me laisser un petit commentaire ou à me poser vos questions et à me soumettre vos suggestions pour de prochains épisodes de podcast. Vous pouvez m'écrire en message privé sur Instagram, @AmandineLéger, ou si vous écoutez cet épisode sur YouTube, simplement me laisser un petit commentaire, je serai ravie de vous lire. Allez, je vous laisse. Prenez bien soin de vous, repensez à ces piliers que je viens de vous partager et n'hésitez pas d'ailleurs à faire un petit point et à vous demander si ces piliers aujourd'hui vous les honorez. Ça peut être un bon point de départ déjà pour voir sur quoi travailler avant de vous mettre encore une fois au régime, parce que maintenant vous savez que c'est pas la meilleure solution. Et puis si vous faites ce petit travail d'ailleurs, je serais ravie que vous le partagiez avec moi. Allez, je vous laisse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.